Franchement les mecs, et les nanas d'ailleurs. Bon, Meliodas, il est badass, on est d'accord. Mais, regardez ce graphique que je vais vous faire dès maintenant. Regardez. Ça, voilà, c'est l'échelle de puissance. On va l'appeler P. Ça, c'est le développement, le déroulement de l'histoire qu'on appellera H. Et ceci, c'est la courbe du charisme. Voilà, tout simplement. Regardez un petit peu ça. Nous avons donc en premier lieu Meliodas qui se situe à peu près ici. Donc il a un charisme assez élevé, oups, c'est élevé, parce que là il y a tous les merdeux là. Et il est apparu dans l'histoire, c'est-à-dire un peu au début, donc voilà. Bon, ça c'est le début, vous voyez. Ensuite, on a rencontré Escanor. Alors, regardez où est-ce qu'il se trouve Escanor. Hop, la science, c'est incroyable. Regardez, oh, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il est plus charismatique que Meliodas. Et, attention aux fanboys, là, ça va chier. Et plus puissant que... Non, mais c'est pas du tout la courbe de puissance, ça, qu'est-ce que c'est ah non, ça c'est l'histoire, oui. Et il est arrivé après dans l'histoire, ça fait du sens. Bon, et regardez ce qu'on... Regardez. Alors, attendez, je vais peut-être dire une bêtise parce que... Ah oui, alors... Ensuite, alors la courbe va dans l'autre sens comme ça parce que, en fait, je voulais parler de Zeldris, donc Zeldris et Starossa, on les voit un petit peu avant. Mais, regardez, c'est là que la courbe, elle fait un truc complètement incroyable qu'on n'a jamais vu dans les courbes. Elle fait ça parce qu'ils sont là en termes de puissance et de charisme. C'est la science qui le dit, c'est pas moi. Non, sérieusement, les mecs, Zeldris et Starossa, ils sont tellement cool. Franchement. Donc, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je sais que là-bas, chez vous, dans le monde de YouTube, dans les commentaires, il y en a beaucoup, vous aimez Meliodas comme des fous. Et moi, je suis un petit peu moins fan de Meliodas que vous le savez. Même si on a discuté, bon, et que vous m'avez fait comprendre des choses. Mais, maintenant, je vais me proclamer fanboy officiel de Zeldris et de Estarossa. Voilà, c'est dit. Et à tous les fanboys de Meliodas, les gros fanboys de Meliodas, je n'ai qu'une chose à dire. Come at me, bitches. Ouais, ça suffira. Ciao. Pourquoi je dis ciao? Moi j'ai une review à faire, qu'est-ce que je dis? C'est n'importe quoi. Déjà, avant toute chose, avant de commencer, pardon pour cette upload si tardif, mais malheureusement, vous voyez, je suis coincé entre les contrôles de fin d'année, les partiels, et je suis en pleine semaine de révision, donc et puis il y a tous les trucs à faire, tous les trucs administratifs qu'il faut pour préparer l'année suivante, les masters, les machins, tout. Donc c'est le bordel. Mais c'était quand même un chapitre digne de review, donc je vais m'y atteler dès maintenant. Donc on est sur le chapitre 174 de Nanatsu no Taizai. Avant toute chose, je tiens à préciser que voilà, j'ai vraiment du plaisir à lire des chapitres de Nanatsu no Taizai. En ce moment, je dirais que parmi ceux que j'attends le plus dans la semaine, c'est Bleach, par fidélité, si on peut dire, par loyauté, et parce que je suis attaché, et Nanatsu no Taizai, vraiment. Bien sûr, il y a One Piece qui est au-dessus, mais One Piece, c'est quasiment évident que j'ai même pas besoin d'en parler, mais Nanatsu no Taizai, je trouve que c'est vraiment... Il appelle ma fidélité, ce manga, ouais, je vois si ça se dit. Il en appelle ma fidélité. Donc voilà, premier point, on va peut-être parler de Meliolio, hein, de Meliodas. Alors, on voit, et ça c'est plutôt bien, j'ai trouvé que Meliodas, il lutte quoi. Là il lutte, il a pas le choix et il est fatigué, on sent qu'il est, voilà, clairement, il en peut plus. Et le fait qu'il voilà, il utilise tout ce qu'il peut, avec ses dents, avec ses machins, ses trucs, il essaie de fuir le combat, il essaie de, voilà, d'être le plus possible mobile, il essaie, voilà, d'utiliser tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir essayer de survivre un maximum. Mais on voit que là, il est en pleine lutte, le personnage. Et ça, c'est positif, parce que si jamais il continuait à chaque fois à être complètement dans le level de chat x 10 000, quoi, ce serait pas intéressant pour nous en tant que lecteur, parce que, comme je l'ai dit, hein, maintes fois encore, voilà, jusqu'à présent, on n'aurait pas l'impression de se sentir concerné par le combat parce que, oh, moi, Meliodas, c'est bon, on n'a plus peur, il va se en occuper. Non, là, merde, ils ont ramené tous les commandements et enfin on commence à sentir que ça commence vraiment à être un petit peu, ça sent le roussi pour le personnage de Meliodas. Mais, il y a quand même des trucs qui font que je trouve, il y a des trucs négatifs par rapport à ça, c'est que, Meliodas le trouve très sauvage là dans ces chapitres, il dit rien, il dégage rien, juste de la puissance. Et je trouve que il n'y a pas beaucoup de sympathie, dans le sens attirance en tant que personnage, vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, il y a du combat, c'est cool, mais voilà, j'arrive toujours pas vraiment à me sentir concerné par ce combat parce que, vous voyez, il y a les 10 commandements qui sont là et on ne connaît pas leur passé, leur histoire, on ne sait pas pourquoi ils sont méchants. On ne sait pas pourquoi ils sont méchants techniquement. Oui, on les a vus foutre un peu le bordel, ils ont bouffé des gens, bien sûr.
mais c'est un peu ce que font tous les démons, enfin voilà. Et je veux dire, pourquoi ils sont particulièrement dangereux et méchants? On l'a vu avec Galan au tout début, c'était assez excellent, le fait dont la manière dont Nakaba avait démontré la puissance de notre ami Galan. Mais là, on manque un petit peu, je trouve, d'enjeu et concernement, non, ça veut rien dire ça. Enfin bon, voilà, de sollicitude pour, voilà, pour sentir vraiment toute l'importance, toute la tension qui est en train voilà, que l'on peut ressentir à travers ce combat. Et je trouve que l'on manque un peu de ça avec Meliodas parce qu'il ne dégage pas grand chose, il ne nous explique rien techniquement Meliodas. On assiste un petit peu à un combat dont on ne connaît pas vraiment les enjeux, à part que c'est des méchants, donc faut les battre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et là, Meliodas, il est tellement acculé voilà, de partout, il est encerclé, que finalement, il dégage rien à part de la sauvagerie. Et c'est plutôt bien. Mais malheureusement, moi, il m'en faut un petit peu plus pour me sentir, voilà, vraiment porté par le combat et ses enjeux. Ensuite, je parlerai tout simplement de Zeldris et de Estarossa. Alors surtout Zeldris. Franchement, voilà. Zeldris, au début, je l'aimais pas trop. Je trouvais qu'il avait un petit peu une tête de petit enfant capricieux. Mais finalement, j'aime beaucoup la manière dont il est toujours très sérieux, vous voyez. Il est toujours comme ça en mode j'ai l'air méchant, je suis sérieux. Voilà, je trouve ça excellent, je trouve ça très drôle. Et ça dénote pas mal de l'esprit de Meliodas, qui est toujours un petit peu joueur, un peu pervers, un petit peu, voilà, c'est toujours un petit peu dans le second degré. Et j'allais dire dans le sarcasme, non c'est pas tellement dans le sarcasme Meliodas, mais c'est simple, voilà, il y a toujours un petit côté décalé, voilà, dans le personnage. Et là, avec Zeldris, on a un mec qui est là, toujours comme ça, et toujours hyper sérieux, et en plus très badass, parce que vous voyez, quand il attrape le bras, enfin, quand il coupe le bras, et qu'il fait en mode EI un petit peu, il prend son sabre, et puis il le range tout de suite dans son fourreau, super stylé, ça c'était vraiment génial. Et puis perso, voilà, promet beaucoup, donc j'aime bien ce personnage. Et je dois dire que Estarossa, mon dieu, il explose tous les levels de charisme juste en montrant sa putain de gueule, quoi. Parce que jusqu'à présent, on a vraiment rien vu de ce perso à part le moment où il explose cette espèce de petit oiseau. Enfin, d'ailleurs, c'est même plus qu'explosé, il l'a littéralement transfiguré dans l'autre sens, c'est-à-dire défiguré techniquement. Mais voilà. Donc j'en attends énormément de ce personnage, d'autant plus qu'il arbore le visage que l'on voyait sur les affiches de Meliodas estimé, hein, la forme adulte de Meliodas. C'était les affiches qu'avaient dessiné les chevaliers sacrés à l'époque, s'attendant à ce que Meliodas ait vieilli, ce qui n'est pas le cas. Et on voit Estarossa un petit peu comme si c'était Meliodas ayant vieilli, donc je trouve ça vraiment cool. Et puis il a une espèce de sérénité, ce perso, qui est vraiment assez effrayante en vérité, quand on sait que c'est un antagoniste, et que quand les antagonistes sont sereins, ça sent mauvais pour les protagonistes, je vous le dis. Parce que là, en plus, sérieusement, Estarossa n'a rien fait. Je veux dire, Zeldris, il est un petit peu, voilà, on le voit combattre, on le voit faire des moves comme ça, super à l'aise quand même, hein, faut le dire. Mais c'est plutôt intéressant de voir Meliodas contre lui parce qu'il y a du combat, il y a vraiment du combat. Alors Estarossa, il est juste là, il est comme ça. Un peu comme Frodrin, d'ailleurs, ils sont là, pépère, les deux, ils sont comme ça. Vu que c'est les deux boss, à mon avis, je pense que Estarossa est plus fort que Zeldris. Oui, parce que ça a l'air d'être l'aîné, tout simplement. C'est un petit peu bête comme analyse, mais enfin bon, c'est mon sentiment. Donc là, j'ai juste un gros oui à faire face à ces deux persos. Voilà, Estarossa et Zeldris, où j'ai donné un petit peu les raisons pour lesquelles je les aime bien. Je trouve qu'ils sont soit attachants, soit amusants, soit voilà, qui dégagent de la prestance, et c'est plutôt bon. Ensuite, alors on a l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur Greylord, sur Derrieri, que je vais appeler Derrieri et pas derrière, parce que derrière c'est trop ridicule, et Monspiet. Alors, bon, Greylord, on savait qu'il était le commandement de la mort, c'est-à-dire tu ne tueras point. Et, enfin, du meurtre, hein, si vous voulez. Et j'aime bien son design, il ressemble un petit peu à une sorte de holo dans Bleach, de Menos Grande, mais avec plein de masques sur lui-même. Donc c'est plutôt bien. On sait qu'il peut également se prendre la forme qu'il veut, donc pourquoi pas. Et là, on a vu quelque chose d'intéressant. Il peut en fait invoquer des chaînes qui tout simplement voilà, attachent le personnage ou la victime tout simplement au lieu dans lequel elle a été maudite. Et c'est vachement pratique parce que Meliodas, là, la seule chose qu'il aurait peut-être pu faire ici, c'est de se barrer. Et comme le dit Hawk, là, arrivé à ce moment-là, il ne peut plus faire autre chose que de combattre ou de se faire buter. J'aime bien l'option B, c'est-à-dire qu'est-ce que vous choisissez, combattre? Faites-vous buter? Oh, je me pose la question, vraiment. Donc voilà. En ce qui concerne donc, voilà, Greylord, on n'en apprend pas beaucoup d'autres, pas beaucoup plus à son propos, simplement on voit cette technique. Donc pourquoi pas. Moi, ce que je demanderais quand même un petit peu plus à voir, et c'est en relation également avec Derrieri et Monspiet, c'est
quel est le rapport avec leur commandement? Parce que pour Dreyari et Mountspiet, on ne sait pas encore quel est leur commandement, j'y viendrai juste après. Mais pour Greylord, on sait que c'est tu ne tueras point. Le commandement de la mort, enfin de la mort a priori. Enfin du meurtre, techniquement. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pu interpréter quelque chose de ce qu'on a pu voir de lui. Mais en ce qui concerne ce chapitre précisément, je vois pas trop le lien, tout simplement. Ensuite, alors on va parler de Dreyari. Donc, Dreyari, alors on voit son pouvoir. Un de ses pouvoirs, parce que techniquement il devrait en avoir plusieurs, vu qu'on a vu notre ami Greylord en déployer plusieurs. Et Dreyari, on voit qu'elle est capable d'augmenter sa puissance à mesure qu'elle tape les gens. Et à chaque fois, c'est genre elle augmente de 100 tonnes, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est balèze. Et on voit qu'en gros, à la fin, elle frappe Meliodas avec un coup qui pèse 5000 tonnes. Donc, ok. Et 5000 tonnes, pour vous donner une marge de réflexion, une idée, c'est à peu près la moitié de la Tour Eiffel, en termes de masse. Donc, ouais, c'est balèze. C'est balèze, mais en même temps, il y a un truc que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que ça reste un pouvoir physique. Et franchement, s'il y a un truc qui n'est plus vraiment ce qu'on pourrait le craindre le plus dans les mangas en général, c'est juste la force physique, parce qu'il y a tellement de trucs complètement délirants qui transcendent la simple force dans les mangas qu'aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui, que franchement ça me fait pas tant que ça peur. Enfin, j'ai l'impression, je vais vous dire comment j'interprète ça davantage. J'interprète ça comme une manière un petit peu cheap de la part de l'auteur, de nous dire, regardez comment elle est puissante Dreyari, en même temps je me fais pas trop chier à trouver un pouvoir trop compliqué, mais regardez comment elle est puissante. Ensuite je vais vous montrer que Meliodas, même après s'être pris tout ça, tous ses coups dans les bras, il est capable toujours de se battre. Et c'est un petit peu pour moi une manière un petit peu énervante, parce que c'est encore une fois juste un déploiement des capacités des méchants de type faire valoir, c'est-à-dire que c'est fait pour montrer la puissance des gentils. Et ça m'énerve un peu parce que, au fond, derrière après ce chapitre, j'ai pas eu vraiment le sentiment de puissance. J'ai simplement eu l'impression d'une nana qui est, oui, très puissante en termes de force physique, mais qui a pas l'air très intelligente et qui a l'air un peu, franchement, la dernière roue du carrosse en termes de 10 commandements, vraiment. Hein. Alors après, oui, je vais quand même dire un truc. Elle arrive quand même à démontrer beaucoup de vitesse et de réflexe, tout ça. Donc ça montre qu'elle est capable de compétiter avec Meliodas en termes de lutte pure. Et quand j'ai dit que la force physique ne voulait rien dire, c'est pas vraiment que ça veut rien dire en fait, parce que dans Bleach par exemple, Kenpachi c'est à peu près ça, c'est à peu près que ça son truc. Arriver à un certain degré de puissance, la force physique peut être vraiment pertinente, mais c'est simplement qu'il faut que... Voilà, on a vu quand même que Meliodas s'en sortait, bien sûr il a les bras brisés, mais il s'en est sorti, donc voilà. Pareil pour Mountspiet, pareil alors pour les deux, hein, Mountspiet et Dreyari, on ne sait pas, ça n'a aucun rapport avec leur commandement, d'ailleurs on ne sait pas quel serait leur commandement. Pour Mountspiet, on voit que, il me semble qu'on avait déjà vu faire ça d'ailleurs, si je me trompe pas, il invoque une espèce de boule de feu en forme de phénix ou je sais pas quoi, et voilà, c'est simplement une boule de feu, donc c'est un petit peu unilatéral comme pouvoir, c'est pas très original. J'en attends de voir un petit peu plus en ce qui le concerne, d'autant plus que Mountspiet a l'air vraiment cool honnêtement. Je crois qu'on a vu une espèce de rapière, puis la petite moustache, la cape. Il y a vraiment une sorte de design très démon, très diable. Et ça m'intéresse, voilà. Donc voilà, j'en attends davantage de tous les commandements en vérité, mais davantage de Mountspiet. Mes commandements préférés, donc c'est Zeldris et Starosta, voilà, parce que je vous l'ai dit. Frodrin, et j'aime bien donc Mountspiet et... comment il s'appelle Galan évidemment. Mais aussi Dolor, j'aimerais voir ce qu'il peut donner. Donc, ça en fait beaucoup, dis donc. Donc, Mountspiet et Dreyari, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir comme commandement? Bon, on a vu qu'il y avait le commandement du tu ne tueras point à Greylord, le désintérêt, c'est-à-dire tu n'essaieras pas de convoiter les autres trucs de tes voisins, tout ça, c'est Frodrin, et donc du coup, Frodrin est le remplaçant de Gother. Il y a la foi qu'en gros tu ne verras qu'un seul dieu, et donc c'est Miracella. Il y a aussi... alors moi, ma supposition pour Dolor, c'est tu ne feras pas d'idole, c'est-à-dire de statue, puisqu'on l'a vu faire un peu manipuler, enfin il peut manipuler la terre, techniquement, donc il y a un lien. Il y a tu ne mentiras point, donc Galan, et est-ce qu'on en a vu d'autres? Alors il manque, tu ne trahiras pas ta femme, enfin tu ne tromperas pas ta femme, tu ne offenseras pas tes parents, en gros tu te reposeras, ah oui, tu te reposeras, c'est... Gloxinia. Alors, encore une fois, Gloxinia, on n'a pas vu, tu te reposeras le dimanche, on n'a pas vu le lien avec le commandement du repos. Et également, il nous reste le commandement du blasphème, qui pourrait très bien être celui, du coup, de soit Starosta ou Zeldris, je ne sais pas, on verra bien. D'autant plus que, techniquement, c'est un commandement assez emblématique, le blasphème, enfin bon. Donc voilà, je sais pas où est-ce que ça peut nous mener, mais enfin bon, ça peut être intéressant. Ensuite, quelque chose de méga important les amis, quelque chose de super important,
Elaine et... alors, déjà, premièrement, on voit que Myracilla, en fait, c'est elle, le petit... je l'avais dit, en plus, dans ma dernière review, je m'étais posé la question, et vous m'avez tous confirmé dans les commentaires. En fait, le petit bonhomme brûlé, là, c'est Myracilla. Donc déjà, je trouve que c'est vachement humiliant, techniquement. Enfin, vraiment, elle aurait peut-être préféré mourir que de se retrouver là, comme ça, en lambeaux. Enfin, pas en lambeaux, mais techniquement, bah, elle est marquée à vie. C'est un peu ridicule pour un démon de porter la marque d'une de ses batailles. Vous voyez, c'est comme s'il y a un démon avec une cicatrice. Enfin, merde, c'est un peu humiliant. Mais en ce qui concerne ce chapitre, là où elle est importante, Myracilla, c'est davantage le fait que on met en avant le fait que Elaine, elle n'est là que grâce au pouvoir de Myracilla. Heureusement que Myracilla est en vie. Et putain, je trouve ça génial, ça. En une case, ils ont remis un petit peu en... Voilà, ils ont remis un petit peu en question la présence de Elaine. Et j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu dommage de nous avoir ramené Elaine comme ça, si rapidement. Et c'est un peu un reproche que je ferais à Nakaba, c'est qu'il va un peu vite dans la résolution de ses problèmes et de ses enjeux, et des problèmes qu'il met en ordre, Je trouve que c'est dommage, parce que Ban, par exemple, son histoire avec Elaine, ça aurait très peu pu être quelque chose que l'on pouvait garder durant tout le manga, et qui ne se serait résolu qu'à la fin, ou du moins dans les derniers arcs. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de nous avoir jeté un peu à la poubelle cet enjeu, enfin du moins de nous avoir donné une réponse si vite. J'aurais aimé que, un peu à l'image de Meliodas et sa nana, dont on sait, voilà, c'est pas très bien aussi ce qui s'est passé à cette époque, quand ils ont confronté le démon, Frodrin. Enfin d'ailleurs, est-ce que c'est Frodrin? Enfin bon, bref, peu importe. Mais en ce qui concerne Ban, j'aimais beaucoup son histoire avec Elaine. Ça avait quelque chose de très poétique, le fait qu'il ne puisse pas parler, qu'il soit séparé d'un plan à un autre, le monde des morts et le monde des vivants, et qu'elle se soit sacrifiée, et que lui, voilà, il ait cette espèce de poids sur la conscience, et voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir résolu cet enjeu majeur, quand même, qui concerne vraiment les attaches émotionnelles d'un personnage principal qui est Ban. Et voilà, j'aurais aimé peut-être que ce soit un fil rouge, un fil directeur jusqu'à la fin du manga, et voilà, donc j'étais un peu mitigé jusqu'à présent, mais là, ramener cet élément-là sur la table, le fait que Elaine, son existence est relative à la présence d'Myracilla, bah, je trouve que c'est bien. Parce que, justement, ça a tendance à remettre un petit peu de tension entre les deux, et ramener un petit peu du doute sur le futur de Elaine et sur ce qu'elle peut devenir. Parce que le fait qu'elle intègre comme ça aussi facilement le groupe des personnages principaux, moi ça m'avait un petit peu... Voilà, le côté fanboy, tu aimes, voilà, mais le côté qui se retrouve enfin, mais le côté scénaristique de la chose, c'est un petit peu trop facile, c'est un peu trop facile, voilà. Dernière chose, donc je vais parler du futur de Nanatsu no Taizai. Et bien en fait tout simplement on est sur juste 3 points. On est sur, enfin 3 petits points quoi. On est sur un événement assez important dans le manga parce qu'on est en train de dealer un petit peu avec les commandements. C'est les démons. Les démons c'est un petit peu les méchants depuis le début si vous voulez. Si on voulait essayer de trouver un fil rouge à Nanatsu no Taizai, et Dieu sait qu'il n'y en a pas énormément parce que Nakaba il a une écriture assez curieuse dans le sens que il résout ses enjeux assez rapidement. C'est-à-dire que enjeu numéro 1, boum, terminé. Enjeu numéro 2, boum, terminé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les chevaliers sacrés, avant c'était les méchants, et puis finalement à la fin on se rend compte que c'est les gentils. Guild Thunder, ouais, il devient gentil en un chapitre. Enfin voilà, tout va un petit peu trop rapidement pour moi, selon moi. Et là, avec les 10 commandements, on est passé sur totalement autre chose. Mais on peut se dire que non, c'est la continuité, dans le sens que on explore davantage la part démoniaque de Meliodas, et qu'on retrouve Frodrin, qui était dans Dreyfus, et qui est derrière toutes les actions de Hendriksen. On retrouve Frodrin comme méchant principal. Donc il y a une continuité, subtile mais quand même, entre le premier arc et le deuxième arc. Mais, c'est là où vient le petit truc qui va pas. C'est que si jamais les 10 commandements sont vraiment les adversaires, les derniers adversaires de cet arc, je veux dire, on n'est pas dans la merde, parce qu'il va nous rester quoi après? Ce Frodrin, c'est le démon qui était dans le cratère, à Danafor. Donc, techniquement, c'est lui qui est responsable de toutes les emmerdes de Meliodas. Donc, on peut pas le vaincre à la fin de cet arc. Pareil pour Zeldris et Starossa. Si c'est vraiment les frères de Meliodas, il nous faudra un arc où on nous parlera du roi des démons, et où peut-être on retrouvera ces gars-là. Alors peut-être qu'à la fin de cet arc-là, ils vont être scellés, ou ils vont être repoussés dans le plan dans lequel ils étaient. Mais... en ce qui concerne, donc voilà, les autres commandements, peut-être qu'effectivement on verra leur défaite finale dans cet arc.
Parce qu'il n'y en a aucun vraiment qui se détache des autres. Pour l'instant, je dis bien. Même s'ils sont tous assez cool, je dirais. Et je dirais qu'ils forment bien un groupe, je trouve. Ils sont assez cohérents, c'est plutôt une qualité de Sanakaba. Il sait former des groupes, et parfois même des groupes avec des personnages pas du tout principaux, comme le Dan Rao, par exemple, le groupe de Slider, ou la Pléiade Azur, là, le groupe de Denzel. Et c'est bien, c'est une très bonne chose. Pareil, donc les commandements, je trouve qu'ils ont une bonne cohésion. Bon, bien sûr, il faudrait nous remettre un petit peu plus de moments où on les voit interagir entre eux. Mais par contre, je trouve que ça c'est bien. Par contre, voilà, je pense que Frodrin, Zeldris et Starossa, ils seront pas vaincus dans cet arc. Très clairement, non. Ils seront, à mon avis, soit scellés, soit repoussés, mais ils peuvent pas être vaincus dans cet arc, les gars. Ces mecs-là tiennent à eux-mêmes, trop d'enjeux sont attachés à leur personnage. Ils peuvent pas être vaincus d'un revers de la main, c'est pas possible. Par contre, les autres, pourquoi pas. Mais par contre, attention, faut pas me faire une Fairy Tail ad, hein. Je suis encore méchant avec Fairy Tail. Non, ça va devenir un mème dans cette chaîne. Mais non, je veux dire, non. Ce qu'il faut, c'est développer les méchants jusqu'à la dernière goutte, quoi. Il faut vraiment qu'ils nous donnent tout ce qu'ils peuvent. Autant en révélation de background que en personnalité, quoi, et en pouvoir. C'est ça qui est intéressant dans les personnages, dans les antagonistes. C'est voilà, de démontrer que l'antagonisme a une réelle intention, qu'il n'est pas juste méchant pour être méchant. Vous voyez, c'est pas intéressant. Voilà les amis, donc dis-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, de ce que j'en ai dit dans cette review. Voilà, on se retrouve dans quelques jours maintenant, puisque... youpi, j'ai fait ma review tellement tard que finalement le prochain chapitre arrive dans pas très longtemps. Donc on se retrouve dimanche, enfin techniquement je pense que je ferai la review un peu plus tôt, pas dimanche mais enfin pas lundi, du coup c'est le lundi, pas dimanche. On se retrouve donc lundi, et puis je ferai la review sur mon lundi ou mardi. Donc voilà chers amis, donc on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao.